clés de la ville, en direct de Bordeaux. Une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. En partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, Hiro et Opinion System. Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci encore une fois de nous accueillir ici dans Bordeaux, une très très jolie ville, on va en parler. Voilà, nous sommes dans cette 14e ville de France déjà, dans notre Tour de France. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour ce programme, voilà, beaucoup de choses vont vous être dites sur l'urbanisme et pas que, mais aussi le bien-être et le bien-vivre ici à Bordeaux, toujours accompagné du rédacteur en chef du Figaro Immobilier, Olivier Marin. Bonjour, très bien Sylvain. Les clés de la ville, donc émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo. On rappelle le principe, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire. Alors parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler des projets et livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. C'est donc notre 14e étape du Tour de France, après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse, Caen, Lille, Montpellier, Annecy, Dijon, Rennes, Deauville, Brest, Marseille. Eh bien, nous voici à Bordeaux. Au sommaire de l'émission, on est très heureux. Nous avons notre grand témoin et fier de l'avoir sur notre plateau. Invité d'honneur, c'est Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Bonjour. Bonjour et surtout bienvenue. Bienvenue à Bordeaux. Nous sommes très honorés que les clés de la ville se soient portées sur notre belle ville de Bordeaux. En tout cas, je tiens à vous souhaiter vraiment la bienvenue. Merci à vous. Également dans l'émission, pour parler immobilier ancien, nous aurons Audrey Assante, présidente de l'Amepi. Avec nous également pour parler du neuf, Pierre Vital, associé fondateur de Ideal Group et qui est président de la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine, qui interviendra dans la rubrique Parlons territoire d'Arkea. La rénovation sera à l'honneur avec Romain Villain, directeur marketing chez Hiro. Et puis on donnera la parole à Mathieu Lepage, gérant d'Active Conseil, qui interviendra pour Opinion System. Ce sera la séquence Vos avis comptent d'Opinion System. Voilà, un sacré programme pour cette émission. Et tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Bordeaux, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito. Bordeaux est une ville séduisante, est une ville attractive et qui est devenue au fil du temps une destination touristique reconnue mondialement puisque Bordeaux a été classé, tout comme le port de la Lune, au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. La distinction de ce vaste périmètre de 1810 hectares était une première. La Commission du patrimoine mondial de l'UNESCO n'avait encore jamais honoré un ensemble urbain d'une telle ampleur. Labellisée ville d'art et d'histoire, elle ne compte pas moins de 347 bâtiments classés, joyaux architecturaux du XVIIIe siècle, la gare Saint-Jean, construite en 1855, ainsi que sa verrière métallique couvrant les voies, ont fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1984. La place des Quinconces constitue aussi un centre d'intérêt magnifique, la plus grande place d'Europe, avec ses 12 hectares situés en plein centre-ville. Elle a été aménagée suite au démantèlement sous la restauration du château Trompette. Voilà, l'esplanade doit son nom d'ailleurs aux arbres plantés en quinconce. Elle dispose de colonnes rostrales ornées d'éperons et de navires, à la gloire de la navigation et du commerce, et d'un imposant monument aux Girondins et à la République avec une fontaine surmontée d'une colonne. C'est une ville où les monuments prennent toute leur place, les politiques aussi. Jacques Chaban-Delmas a régné 48 ans sur cette ville. Alain Juppé, en dépit des mandats de plus en plus nationaux, entrecoupés de fonctions nationales, a aussi choisi Bordeaux, tantôt comme repli, tantôt comme tremplin, avant de rejoindre le Conseil constitutionnel. Il faut être bien sage dans cette belle ville où les plus beaux crus peuvent vous faire perdre la tête. Avec ses 65 appellations d'origine contrôlée, près de 6000 viticulteurs, 110 000 hectares de vignes, le territoire bordelais viticole offre un vaste terrain de jeu pour les amateurs de vin, mais on ne saurait faire d'excès. Bien sûr, dans la cité du vin, les bustes des philosophes Montaigne, maire de la ville, et Montesquieu, magistrat au Parlement de Bordeaux, sont érigés sur la place des Quinconces, où se déroulent toute l'année de nombreuses animations. Et si vous avez à battre votre coulpe, rassurez-vous, vous êtes déjà sur l'une des voies principales du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle qui passe par Bordeaux. Et la ville aussi, d'ailleurs, à ce titre, possède 3 villes magnifiques, villes jacquaires inscrites sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO, la basilique Saint-Serin, la cathédrale Saint-André et la basilique Saint-Michel. Loin de se reposer sur ses atouts, Bordeaux, qui vient d'être sacrée European Capital of Smart Tourism 2022, un titre qui distingue les initiatives en matière de tourisme novateur et responsable d'une ville qui se renouvelle sans cesse. Je vous propose de découvrir un petit reportage de 3 minutes, monsieur le maire, et ensuite on va vous demander votre réaction. Ce tournage a été réalisé par Théo Benoît-Hambourg. C'est près de son fleuve que s'est développée la ville de Bordeaux. Si la Garonne est le fil conducteur, à chaque quartier, son atmosphère. Au nord, les Chartrons. L'ancien fief des négociants en vin est devenu celui des brocanteurs, des antiquaires, des bonnes petites tables et boutiques indépendantes. Puis voilà la vaste place des Quinconces. Derrière ces platanes, le quartier des grands hommes est un hommage à nos penseurs, de Montaigne à Diderot. À l'endroit de l'actuelle place de la Comédie se trouvait à l'origine un ancien forum gallo-romain qui a laissé son nom à la toute proche rue des Piliers de Tutelle. Décidément, les places sont multiples ici. Victor Hugo en a signé une en décrivant la place de la Bourse. Cette place royale est tout simplement une moitié de place Vendôme posée au bord de l'eau, avait-il écrit. Alors avant tout parce que ça représente une centralité du centre-ville historique, secteur UNESCO, et puis parce que c'est presque une image d'Épinal pour Bordeaux, cette place majestueuse qui fait face à la Garonne, qui représente superbement le Bordeaux 18e, protégé par le plan de sauvegarde et de mise en valeur, et depuis 2007, le label UNESCO. Un crochet sur la droite et cap sur la rue Sainte-Catherine, la plus longue rue piétonne et commerçante d'Europe, le Miroir d'eau. Une pièce majeure de la réhabilitation des quais bordelais qui lui fait face émerveille avec son spectacle de brume. C'est à l'occasion des travaux nécessaires pour le retour du tramway que la place Paix-Berland a été redéfinie. Dans cette nouvelle configuration, caractérisée par un sol en dalles grises, des bancs en pierre, des lampadaires élancés, l'espace qui était auparavant consacré à la voiture a considérablement été réduit. Direction rive droite, en empruntant le pont de pierre construit sur ordre de Napoléon. Bordeaux aime aussi l'architecture contemporaine. En témoigne la Cité du Vin, la salle de spectacle Arkea Arena que l'on doit à Rudy Ricciotti, la spectaculaire maison de l'économie créative et de la culture signée Bjarke Ingels, le tribunal de grande instance de Richard Rogers, le chai du château Les Carmes Aubryon, designé par Stark. Oui, je vous ai donné rendez-vous ici puisque entre la place Paix-Berland et le parvis des droits de l'homme où nous sommes, nous avons un échantillon du patrimoine bordelais qui s'étale du XIe siècle jusqu'au XXe siècle. Ce XXe siècle qui s'illustre avec le tribunal judiciaire que vous voyez derrière moi. Oui, Bordeaux plaît beaucoup et il n'y a qu'à voir l'attractivité au niveau de la population qui s'installe sur Bordeaux et sur sa métropole, dans la mesure que depuis ces 20 dernières années, la ville s'est entre guillemets métamorphosée, foi de Bordelais. La métropole continue de se renouveler. La traditionnelle cité bourgeoise expérimente l'écologie à l'épreuve du pouvoir et compte rester sur la bonne piste. D'ici 2030, le réseau dédié aux cyclistes devrait représenter 18% des transports de mobilité. Car si on a l'esprit girondin ici, on veut que ça roule. Une réaction, monsieur le maire, avec cette quelles images? Petit reportage très intéressant. J'aime beaucoup la conclusion sous le fait qu'on a su conserver ici à Bordeaux cet esprit girondin, c'est-à-dire un esprit d'indépendance, d'émancipation aussi vis-à-vis du pouvoir parisien. Bordeaux a toujours cultivé
pendant la Révolution, vous voyez, on est à proximité ici de ce qu'on appelle le monument aux Girondins, où on honore les héros girondins de cette période. Mais donc, l'esprit girondin, c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités des Bordelais et qui est aussi l'une des caractéristiques de cet état d'esprit. Je disais indépendance, émancipation du pouvoir parisien. Puis c'est vrai, c'est une ville qui s'est énormément renouvelée ces dernières années. On ne s'est pas endormi sous nos lauriers. On a une très belle ville, très 18e. Vous avez vu tous les monuments que l'on a pu découvrir à travers ce petit reportage, l'unité architecturale du 18e qui est exceptionnelle, qui est unique, qui nous a valu d'ailleurs notamment ce label UNESCO. Mais aussi, j'étais assez sensible au fait que vous avez rappelé le fait, parce que ça c'est tout à fait récent, que l'Union européenne a honoré la ville de Bordeaux en nous donnant le prix du Smart Tourisme, qui est le tourisme intelligent. Certains, on le traduit parfois comme tel, le tourisme innovant. Donc, je l'ai reçu il y a quelques semaines, des mains ici de représentants de l'Union européenne, et j'étais très honoré. Oui, une vraie fierté, alors qu'on a traversé, comme tout le monde, période difficile, le Covid. Le Covid n'a pas été la période la plus favorable pour faire venir des touristes. Donc, pendant la tempête, on a su naturellement survivre et innover. Je voudrais qu'on remercie aussi Olivier Laurent, qui était l'architecte que vous avez vu au tout début pour la première interview, mais aussi Bruno Beurrier, qui est guide conférencier et qui adore sa ville. Olivier Marin. Alors, les clés de la ville, c'est aussi l'occasion de comprendre les liens entre les acteurs publics et les acteurs privés. Vous aviez déclaré, lors de votre prise de fonction comme nouveau maire, on a beaucoup construit à Bordeaux ces dernières années, mais pas pour les Bordelais. Et vous aviez pointé du doigt la destruction d'espèces de nature, la flambée des prix de l'immobilier, et privilégier le développement de logements sociaux. Vous avez mis en mode pause des projets immobiliers, certains ont été repoussés, d'autres ont dû revoir leurs copies, certains ont été annulés. On a parlé de bras de fer entre vous et les promoteurs immobiliers. Y a-t-il un apaisement? Est-ce que vous êtes réconciliés? Pour faire de l'écologie urbaine à Bordeaux, faut-il du courage? Oui, pour faire l'écologie tout court, je pense qu'il faut du courage, parce que ça impose un certain nombre de mesures un peu coercitives. Moi, je ne précise pas du tout cette expression d'écologie punitive, par exemple, que certains emploient. Moi, je considère que c'est surtout la non-écologie qui va s'avérer punitive. C'est-à-dire, il faut prendre des décisions courageuses aujourd'hui pour éviter demain des lendemains qui ne chanteront pas du tout. J'ai pour habitude de dire qu'il vaut mieux préférer la sobriété choisie à l'austérité imposée. La sobriété choisie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nous décidons de nous passer d'un certain nombre de besoins que l'on peut qualifier de superficiels. Tandis que l'austérité, c'est vraiment se passer de l'essentiel. Et si aujourd'hui on ne fait pas le choix de l'écologie, de la sobriété choisie, je pense que nous allons vers des lendemains très difficiles et très punitifs. Et c'est précisément ce que je veux. Moi, ma vision de l'écologie, c'est d'éviter demain ces lendemains qui seront difficiles. Et vous comparez souvent l'écologie repoussée à une bombe à retardement, et vous avez cette formule, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. La clé, c'est quoi? C'est transformer en douceur, il faut y aller mais progressivement? Oui, et puis il faut y aller dans la concertation, il faut faire accepter. On a vu l'écologie non acceptée, non discutée. Ça donne des mouvements qui sont... regardez les Gilets jaunes, quand on a voulu imposer un certain nombre de mesures, le gouvernement a imposé des mesures sans avoir ce souci, d'une part, de concerter, et puis de justice sociale, qui était totalement oubliée, des mesures coercitives qui avaient été prises. Ça donne des mouvements sociaux quand même d'une ampleur considérable. Donc, nous, notre souci, c'est de faire partager l'écologie avec les habitants. Si on veut l'imposer à tout prix contre vents et marées, je pense que ça ne passe pas. Vous sentez, il y a une prise de conscience, ça y est, c'est arrivé. Ça y est, je crois. Alors, vous parliez notamment, pour prendre un exemple, bras de fer avec les promoteurs immobiliers. Au début, quand même. Oui, mais parce que... disons que la presse, vous avez pardonnez-moi, mais et d'ailleurs je salue le fait que vous avez fait beaucoup d'ouverture, parce qu'on va parler aussi du manifeste pour l'urbanisme des projets frugaux, qui a été signé d'ailleurs avec le représentant, qui est d'ailleurs avec nous, Pierre Vital, fondateur d'Ideal Group, je le remercie d'ailleurs, de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui ont joué le jeu. Et ça, est-ce que c'est un signe, monsieur le maire, justement, d'une ouverture dont vous avez fait preuve à l'égard de ceux qui construisent la ville? Oui, mais je pense que ça a été un état d'esprit d'ouverture réciproque. Moi, j'aime bien cultiver les intérêts convergents. Je pense qu'en discutant avec les gens, vous pouvez trouver des intérêts convergents. Les intérêts convergents, je pense qu'il est de la responsabilité de la filière de la promotion immobilière d'avoir une meilleure image que cette image de bétonneur qui leur colle à la peau. Enfin, quand vous visitez certains quartiers de Bordeaux, c'est du béton, du béton, du béton. Je pense que la promotion immobilière a tout intérêt
ne serait-ce que commercialement, à un peu prendre du recul par rapport à cette image de bétonneur. Et puis je pense que c'est des gens intelligents qui ont compris qu'on avait changé de monde. Il y a un monde post-Covid, il y a des demandes qui émergent des périodes de la période difficile que nous avons vécue. Et puis il y a surtout, on en parlera, le rendez-vous imposé avec des mesures à prendre pour lutter contre le dérèglement climatique. Enfin, je pense que tout le monde est conscient du fait qu'on ne peut plus construire aujourd'hui comme on construisait encore il y a une dizaine d'années. Donc il y a des mesures à prendre. Donc on construit à Bordeaux, mais différemment. On construit à Bordeaux. Alors justement, entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, on a un temps qui nous est imparti qui est un peu court. Je voudrais qu'on rentre dans le... Vous avez établi votre programme sur 3 piliers: résilience, renaturation et régulation. Bien évidemment, un urbanisme de frugalité, tension du marché, point sur les écoquartiers, expérimentation, la ville de demain avec cet accompagnement sur l'habitat. J'aimerais que vous expliquiez, parce que vous êtes soumis à la pression démographique, vous le savez, vous avez une ville qui gagne des habitants. D'ailleurs, ça fait pas toujours plaisir aux Bordelais, puisque ça fait flamber les prix. Ça donne parfois, et on a vu des classes moyennes quitter même les centres urbains pour essayer de trouver un logement sur les premières et deuxièmes couronnes. On va en parler. Quel est votre point de vue sur cette question ? Alors, clairement, faut-il construire des logements quand on sait aujourd'hui que la demande est tellement forte et que l'offre se réduit de plus en plus. Que, comme vous le savez, on a un stock qui est de plus en plus faible. Oui, il faut continuer à construire. Moi, j'ai jamais été dans une politique de malthusianisme immobilier. Bordeaux doit accueillir de nouveaux habitants. Sinon, c'est une ville qui se ferme. Donc, il faut trouver les moyens d'accueillir de nouveaux habitants à Bordeaux. Il y a une forte demande, précisément parce que la ville, comme vous l'avez rappelé, est très attractive. Donc, si on veut les accueillir, écoutez, il faut construire. Il faut construire dans Bordeaux. Pour ça, il faut des partenaires, il faut des promoteurs immobiliers, naturellement. Il faut aussi construire du logement social. On est en retard, Paul. Je voyais tout à l'heure les villes que vous aviez visitées, notamment Rennes, qui est une des dernières villes que vous avez visitées. Ils sont beaucoup moins en retard que nous vis-à-vis des obligations légales. Justement, vous êtes à quel pourcentage ? On a des obligations légales de logement social, d'un taux de logement social. De 25%. Sur Bordeaux 25, on est à 18,7, 18. On est un peu moins de 19. Comment vous expliquez ça, monsieur le maire, aujourd'hui, le fait que vous ne soyez pas au taquet de la loi SRU ? Parce qu'on a beaucoup construit à Bordeaux ces dernières années, et on a construit beaucoup de produits de défiscalisation, trop, parce qu'on a déséquilibré un peu le marché. C'est un journal que vous connaissez bien, le Figaro Magazine, qui titrait en 2017 Bordeaux, l'Eldorado des promoteurs immobiliers. C'était effectivement l'Eldorado. C'est vrai. Moi, je préfère que ce soit l'Eldorado des Bordelais, quoi. Sans avoir aucune réticence. Chacun fait son métier, mais le marché n'était pas régulé. Pour parler simplement, chacun venait avec son projet, ça manquait de régulation, et nous, notre souci, dès qu'on est arrivé, c'est de réguler un peu le marché, autant que faire se peut, et c'est pas facile. Mais alors, monsieur le maire, justement, vous parlez de pénurie de logements, de problèmes, on le sait aussi, on a de problèmes pour loger les étudiants à Bordeaux. Il y a 11 000 logements vacants à Bordeaux. Pourquoi autant ? Et comment faire pour mobiliser et inciter à remettre des logements vacants sur le marché ? Oui. Alors, le chiffre est impressionnant, mais il faut voir dans la vacance, il y a la vacance structurelle et il y a la vacance occasionnelle. Dans la vacance, il y a des vacances qui durent quelques mois. Vous avez là-dedans beaucoup de successions qui ont du mal à se régler. Donc, en attendant, ça, c'est une vacance occasionnelle. Par contre, il y a une vacance plus dure qui est une vacance structurelle. Nous, on prend contact avec ces immeubles que l'on a repérés comme étant fermés depuis très longtemps, comme ne jouant pas le jeu du fait qu'il faut les remettre sur le marché de la location. On est également allé jusqu'au bout des possibilités que nous donnait l'État en ce qui concerne la taxe foncière sur les résidences secondaires. Bordeaux n'était pas au taquet, ce qui était tout à fait dommage. Donc nous, on est vraiment allé au maximum des possibilités pour dire aux gens, écoutez, voilà un immeuble que vous utilisez 15 jours par an, que vous n'utilisez pas du tout, vous allez payer un impôt plus important que d'autres. Donc ça passe par la fiscalisation, ça passe aussi par le fait de les rencontrer. Alors, il y a aussi, on a découvert, pour ça, il ne faut pas avoir de vision dogmatique là-dessus. Dans ces immeubles qui sont vides, vous avez aussi des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de les rénover. Donc nous, notre rôle aussi en tant que maire, c'est de leur dire, écoutez, si vous faites l'effort, les remettre sur le marché de la location, on va vous aider à trouver les aides nécessaires pour rénover ce marché. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est aussi des coûts financiers. Combien faut-il de logements neufs construits chaque année à Bordeaux ?
Bordeaux, on estime ça à peu près 3000 logements qu'il faudrait à Bordeaux. On a le promoteur est peut-être mieux placé que moi. Moi, je peux vous parler du logement social. Actuellement, nous nous étions fixés des objectifs de 1500 logements sociaux par an. On est à... Non, de 1000 logements sociaux par an. On est à 750. Donc, on est à 75% des objectifs que nous nous étions nous-mêmes assignés. Et on sort aussi de la période de Covid, qui n'a pas été la plus propice à des initiatives, même immobilières. Donc, on a du retard, il faut la relancer. Mais moi, j'avais pris un engagement pendant la campagne électorale qui était le suivant, de dire Bordeaux, ces dernières années, on a tellement construit qu'on a aussi construit sur nos dernières zones d'espaces de nature. Moi, je considère que des espaces de nature dans une ville, c'est une richesse inouïe. Et que dans les années qui viennent, je crois que c'est Hubert Védrine qui l'a dit, que dans les années qui viennent, la compétition que se feront les territoires entre eux aussi portera sur le critère de ceux qui auront su conserver leur richesse d'espaces de nature. Donc, moi, j'ai bloqué en arrivant un certain nombre de projets immobiliers, notamment, je voyais, il y en avait un à Bordeaux-Lac contre lequel je m'étais battu déjà quand j'étais dans l'opposition, mais 40 hectares d'un vaste espace de nature à Bordeaux-Lac, mais il y avait un projet immobilier. Moi, à peine arrivé, j'ai dit non, on arrête. Non, on va les garder, ces 40 hectares, on va faire une ferme urbaine, enfin, on va les aménager différemment, mais on a arrêté le projet immobilier. Alors, ça veut pas dire... compris, accepté. Oui, ça a pas dû faire plaisir je aux crois, promoteurs, ça. parce qu'on a des réserves foncières quand même, alors on en a de moins en moins, comme toutes les villes, mais... déclarer ou décréter le zéro artificialisation des sols, ça veut dire être un adepte d'une théorie urbaine qui est nouvelle mais tout à fait intéressante et qui a fait ses preuves, c'est construire la ville sur la ville. Vous saluez la circulaire ZAN, zéro artificialisation. Vous êtes d'accord, on est d'accord. Oui. Ok, donc pour vous, la ville ne s'étale pas. Non, la ville ne s'étale. Si elle ne s'étale pas, Pierre Urmic, est-ce qu'elle se verticalise? Oui, alors il faut se densifie. Elle se densifie. Alors construire la ville sur la ville, c'est aussi être à la recherche de tous les espaces qui sont déjà artificialisés, sur lesquels on peut construire. Il y a un petit passé industriel à Bordeaux. Il y a des tas de zones souvent polluées d'ailleurs, mais celles-là, elles sont artificialisées. On peut considérer qu'on peut construire sur ces zones-là plutôt que céder à la facilité de dire là il y a un grand espace vert, je vais construire au milieu. Donc ça basta. Ça on a défini. Et je crois que les professionnels de l'immobilier ont parfaitement joué le jeu, alors que c'est pas encore obligatoire, c'est pas encore inscrit dans notre plan local d'urbanisme, ça va l'être. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui il faut construire la ville sur la ville, quitte, et vous avez bien fait insister là-dessus, à accepter un peu de densité. Il y a deux sujets qu'il faut qu'on aborde avant que vous partiez. C'est le sujet de la décarbonation, auquel vous êtes extrêmement attaché. Et il faut aussi dire que l'immobilier et les promoteurs ont beaucoup évolué, notamment, parce que aujourd'hui, vous savez, il y a des formules béton qui ont une très faible emprise carbone, qui ont été extrêmement bien travaillées, avec notamment aussi des promoteurs qui ont innové sur les ossatures bois. Et le deuxième sujet, c'est, vous le savez, monsieur le maire, parce que vous administrez toutes les semaines, c'est de plus en plus difficile de se loger à Bordeaux, c'est cher. Trop cher, des valeurs locatives qui flambent, des prix de sortie pour les promoteurs auxquels ils ne peuvent se soustraire parce qu'ils ont accès à un foncier qui devient de plus en plus cher. Alors, je sais que c'est pas évident à répondre quand on est un élu local, mais comment on fait pour résoudre cette équation de loger ces administrés, les Bordelais, qui arrivent, les nouveaux arrivants, qui parfois, il faut le dire, effectivement, font un peu flamber les prix. On l'a vu avec la ligne grande vitesse et le flux massif de certains Parisiens qui ont un peu... On a même découvert qu'il y a une association anti-parisien qui a été créée. Plus l'essor d'Airbnb aussi. Voilà, plus l'essor d'Airbnb. Alors que l'immobilier, moi je veux rendre justice, c'est pas uniquement l'arrivée des Parisiens. D'abord, ça avait flambé bien avant le TGV. Et en plus, dans les nouveaux habitants, on a calculé, les Parisiens, c'est à peu près 1 sur 6. La plupart viennent de la région. Parce que vous avez dit, en matière de logement et d'habitat, vous avez parlé de politique de l'habitat. C'est intéressant ce que vous dites. Je reprends aussi les propos de François Pupponi, vous savez, qui était le patron de l'ANRU, qui disait c'est une politique de peuplement aussi. Donc c'est intéressant cet axe-là. Comment on fait? C'est pas évident, parce que surtout pour un élu local. L'idée, c'est de passer d'une politique du logement à une politique de l'habitat. C'est-à-dire une politique de logement, c'est-à-dire on construit, c'est-à-dire on est uniquement dans une démarche quantitative. On construit, on ne sait pas pour qui, pour quel type de population. Est-ce que c'est abordable pour les Bordelais? Ça fait pas partie des critères. Tandis qu'une politique de l'habitat, consiste à dire, non, nous, ce qu'on veut, c'est loger les habitants de Bordeaux. Pour ça, ça passe par une politique exigeante de logement social. Vous savez, dans les opérations d'urbanisme dont on a la maîtrise, je pense par exemple à Bastille-de-Niel, qui est une grande opération d'urbanisme sur la rive droite, on arrive quand même à 65% de logements sociaux.
30% de logement social, je dirais traditionnel, de location sociale, bon, ce qui est moyen, mais 35% de ce qu'on appelle les baux réels solidaires, c'est-à-dire c'est une acquisition de la propriété une forme de à démembrement travers de propriété. Oui, voilà, une espèce de démembrement. C'est un outil législatif très nouveau, très apprécié. Via les OFS. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un outil très, je dirais, très performant qui permet que des habitants puissent devenir propriétaires de logements parce qu'il y a une demande importante de jeunes ménages qui veulent acheter à Bordeaux. Donc ils peuvent devenir sans être propriétaires du foncier. Applaudissements pour Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Je sais que votre temps est compté. On espère la prochaine fois avoir un peu plus de temps pour développer ces sujets. Mais déjà, vous avez fait l'honneur et le plaisir de participer à ce 14e édition des Clés de la Ville. Merci Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Merci. Les Clés de la Ville, parlons bien. Parlons bien avec Audrey Assante. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Audrey Assante, présidente donc de l'AMEPI, partage de mandat. Avec vous, on va faire un tour d'horizon du marché de l'immobilier. Alors tout d'abord, peut-être 3 chiffres clés. Le premier, c'est 30 000, comme 30 000 ventes. Ça, c'est le nombre de transactions dans l'immobilier ancien en Gironde en 2021. C'est plus 13% sur un an, dont 19 000 pour les maisons d'habitation, ce qui constitue quand même le premier marché de logement en Gironde. Deuxième chiffre clé, 4 600, comme 4 600 €. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement à Bordeaux. Alors après Paris et Lyon, c'est Bordeaux. C'est à Bordeaux que les prix de l'immobilier sont les plus chers en France. 4 600 € par mètre carré en moyenne. On est à 5 000 à Lyon. On est à 10 700 à Paris. Alors c'est un petit peu moins la flambée des prix que ces dernières années à Bordeaux, avec régulièrement, on a eu dans le passé des hausses à 2 chiffres. On est autour de 4% de hausse sur un an pour les appartements anciens. 5 500, je crois, sur le bassin d'Arcachon, plus 15% sur un an. Alors vous qui avez une vision transversale et une belle expérience locale, comment déjà, depuis peut-être le début de l'année, se porte l'activité du marché à Bordeaux ? Alors on a un marché qui est quand même en pleine évolution. On voit que sur les dernières années, Bordeaux, qui était quand même très en retard sur les prix, a su se rattraper. Et nous, quand on se rattrape comme il faut. Donc on a augmenté avec des chiffres qui étaient très conséquents. Là, on a quand même depuis quelques temps un marché en stagnation. Avec des prix, alors on parlait de 4 600 € au mètre carré, mais c'est vraiment une moyenne. Oui, on a des quartiers sur Bordeaux où là on est en plein triangle d'or, où on va pouvoir atteindre des 7 000, 8 000 ou 9 000 € au mètre carré, mais on a encore des quartiers où on serait plutôt aux alentours des 2 500, 3 500 sur toujours la commune. Quartiers les plus chers, Hôtel de Ville, Quinconce, Capucin, Victoire, c'est ça alors, fait les quartiers? Capucin, non. Pas Capucin. Voilà. Bon. Enfin, triangle d'or, quand vous êtes là, proche des Quinconces, oui, on est sur des quartiers. Là on est dans le quartier. Là, vous êtes en plein centre du quartier où vous payez cher au mètre carré. Là, ça coûte un bras, quoi. Là, ça coûte un bras. Même deux. Mais on a des quartiers en plein essor. Vous me parliez de Capucin. C'est plutôt un quartier montant, avec des prix qui augmentent petit à petit, plutôt qu'un quartier où on atteint les prix du triangle d'or. Donc Capucin serait plutôt le quartier émergent. Donc ça fait partie des quartiers émergents. Donc ça vaudrait la peine peut-être d'investir. C'est un quartier en pleine évolution. Voilà. Monsieur le maire était là auparavant. Il y a plein de programmes de la ville au niveau de la réhabilitation du quartier des Capucins. On a aussi le cas sur la rive droite. On voit une forte émergence. Les Bordelais, il y a quelques années, quand vous étiez un vrai Bordelais de souche, vous restiez sur la rive où vous aviez le triangle d'or. Maintenant, les gens passent sur la rive droite, avec une hausse des prix sur la rive droite et des Bordelais qui s'expatrient de l'autre côté de l'eau. Ce qui n'était pas le cas avant. On a eu au niveau national une année extraordinaire au niveau de l'immobilier, de l'activité. On était à près d'1 200 000 transactions, en tout cas en France. Est-ce qu'à Bordeaux aussi, déjà en 2021, ça a été la folie ? Ou pas. C'était plus calme que ce qu'on a vu les années précédentes. 2020 a été une année de folie. 2021, on a quand même souffert du Covid. Les prix avaient quand même fortement augmenté. Donc, quand vous êtes au prix du marché à Bordeaux, vos biens restent pas longtemps. Ça, c'est une certitude. Mais ça s'est quand même calmé sur des superficies. Si vous avez du T3, du T4, du T5, sans extérieur en plein centre-ville, on arrive à avoir une légère inadéquation entre ce que les vendeurs en veulent et ce que les acquéreurs sont prêts à payer. Parce que pour le prix d'un T3 ou d'un T4 sur Bordeaux-Centre sans extérieur, les gens se disent maintenant, on préfère faire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de route et avoir un petit bout de terrain, une petite
petites terrasses un peu sympas. Oui. Les promoteurs ont fait des programmes de plus en plus avec des grandes terrasses. Ouais, ils veulent une maison, des communs. Alors ils veulent une maison ou ils veulent aussi un appartement avec une grande terrasse. Oui, oui. Et ce que font les promoteurs sur la périphérie Donc, bordelaise. ce qui touche au niveau national, c'est-à-dire que les communs qui sont liés finalement, parce que dans cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont fait connaissance avec leur logement. Oui. Ils partaient le matin, ils rentraient tard le soir. Ça a l'air caricatural, mais ça n'est pas tant que ça, parce que quand on se retrouve dans un T2 ou avec 2 gosses et qu'on doit bosser à l'intérieur et qu'on reste bloqué pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, je peux vous dire que c'était compliqué. Cette tendance, elle va durer, selon vous? Le fait de vouloir des communs, terrasses, balcons Je pense que ça y est, c'est arrivé dans les habitudes de vie. Voilà, dans les habitudes de vie des Français. On le sent bien, ça. Parce que c'est ce qu'on constate avec Olivier dans toutes les villes. Donc, on le sent de plus en plus, je vois avec mes confrères, autant sur Bordeaux que sur les autres villes, on a vraiment cette tendance-là partout. Après, on a quand même un marché bordelais qui se porte bien. Je vois sur les biens récents qu'on a rentrés, et l'AMEPI est quand même un faisceau de mandats important. On a des transactions qui se font très régulièrement. Le délai moyen de mise en vente a un peu augmenté, mais il est à combien aujourd'hui? On doit être à 59 jours, je crois. Ah, quand même. Voilà. D'accord. Oui, vacances locatives, par contre, très faibles. Alors, si on parle du marché locatif, là, par contre, vacances locatives extrêmement faibles et une grosse pénurie au niveau des grandes surfaces à louer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous poussez la porte d'un de mes confrères ou de chez moi en me demandant un T3 ou un T4 à louer, je n'ai rien. Et les prix, par contre, flambent. Et sur les petites surfaces, par contre, alors, on sur a les plus de petites stock? surfaces, on a un petit peu plus de stock, mais parce qu'on a du turnover plus facile des étudiants, etc. Oui, bien sûr, c'est des rotations. C'est des rotations, mais par contre, on n'a pas de vacances, ou très très peu de vacances locatives. Donc pour les investisseurs qui veulent investir en investissement locatif, ça reste bankable, quoi. Ah, ça reste bankable. Et même les premières couronnes, les premières villes de la couronne. Alors, quels sont les secteurs, justement, à suivre? Quels sont vos conseils dans le domaine? Alors, sur Bordeaux et les petites villes autour. Alors, sur Bordeaux, vous pouvez continuer à investir. On a des rentabilités à la location. On va être entre 3,5% et 4%. Donc, c'est pas fantastique, mais au moins, on les a. Net. Net, d'accord. Après, le problème est toujours d'arriver à trouver. Et arriver à trouver des petites surfaces à des prix corrects, ça s'arrache comme des petits pains. Bah oui, tant mieux. Après, on a des villes qui ont pas mal explosé. Vous avez Talence, Bruges, Bègles. Talence, ville universitaire. Talence, ville universitaire, Pessac. Mérignac a pris sur les dernières années énormément également, avec l'essor du tramway. Et le fait que tous les moyens de transport permettent... Proximité aéroportuaire, tramway, proximité avec la grande ville. Donc, ce qui fait que ce sont des villes qui, en termes de demande locative, ont explosé également. Okay. On est sur des niveaux, pardon Olivier, on est sur des niveaux de location au mètre carré de combien en moyenne? Alors, si on prend moyenne bordelaise et moyenne des petites villes autour. Alors, si on est sur la moyenne bordelaise, on est à 15,70 € du mètre carré. Au plus haut? Non, en moyenne. D'accord. Et sur les plus hauts, on peut monter à... C'est des prix parisiens? Ça peut monter à 21, 22, 25, 30? Alors voilà, sur des petites surfaces, on arrive à atteindre, là je vois, on a encore loué la semaine dernière, à 27 € le mètre carré. Ah quand même. Ah oui. Juste à côté, rue du Palais Gallien. Paris, on est à 23, 24. Mais sur des petites surfaces, on est sur du 22, 23 mètres carrés. arrondissement de Paris, quoi. 22, 23 mètres carrés. Ah oui, quand même. Après, c'est... aussi, c'est pas tous les biens qu'on loue. Oui. Mais quand on regarde majoritairement, les prix des locations se sont envolés. Si on regarde, si on s'éloigne un petit peu du centre-ville, plein cœur de Bordeaux, les prix ont aussi augmenté, mais on est plutôt toujours aux alentours des 13, 12, 13 euros du mètre carré. Alors, on a vu aussi, on dit souvent, les Parisiens viennent, ils font flamber les prix. Regarde, alors si on écoute en fait la dernière conférence de presse des notaires, ils nous disent pas du tout. Par exemple, l'origine des acquéreurs en Gironde, c'est des Girondins à près de 60%. Les acquéreurs qui proviennent de la région parisienne, de l'Île-de-France, ça représente quoi? 7%. J'allais vous dire 8. Vous voyez, on c'est était pas loin. Voilà. Mais bon, on a quand même évidemment des Parisiens qui achètent dans le bassin d'Arcachon. C'est pas aussi important qu'on pensait. Non, absolument. 7%. Qu'est-ce que vous voyez, vous, évoluer? Alors, on l'évoquait là avec Sylvain un petit peu ces demandes sur l'espace, la terrasse, aussi associée à des transports. Mais qu'est-ce qui évolue sur le marché? Ce qui évolue, c'est par contre le nombre. Alors à l'heure actuelle, on signe des compromis, on a des projets, mais on a moins d'acquéreurs. Par contre, les acquéreurs que nous avons sont des acquéreurs... Moins d'acquéreurs ? Oui, on a moins d'acquéreurs.
Par contre, on a des acquéreurs qualifiés. C'est-à-dire que les gens qui poussent la porte des agences sont des gens qui savent qu'ils veulent acheter. Ils ont été voir leur banquier, ils savent combien ils sont finançables ou combien ils ne sont pas finançables, ou on a beaucoup de paiements cash, c'est-à-dire de gens qui ont vendu leurs biens, qui se sont mis en location pendant un temps et qui veulent racheter, qui viennent d'autres régions ou qui viennent de la région bordelaise. Mais voilà, les gens ont beaucoup plus étudié leur projet que ce qui était auparavant. Donc merci pour cette analyse. Votre agence s'appelle, on va donner le nom de l'agence. Le cabinet Gallien. Voilà, donc si on veut gérer, administrer, on peut vous appeler tout simplement cabinet Gallien. Merci et applaudissements pour Audrey Assante. Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro. Sujet très important, la rénovation énergétique. Il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier. Je pense qu'il n'y a que des professionnels de l'immobilier. Vous le savez, chers amis, que voilà, il y a un calendrier qui va retirer du marché des étiquettes énergétiques. Il y en a 7. Voilà. Les 2 premières visées, c'est les lettres F et G. Donc ça va être assez compliqué. C'est un point sur la rénovation. Avec vous, Romain Villain, directeur marketing de Hiro. Voilà. On va faire un petit point justement sur les éléments. Sujet de l'énergie est au centre des préoccupations. Vous avez vu, hein, les amis, pouvoir d'achat, énergie, décrochage. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le premier poste de décrochage avant le paiement du loyer, c'est l'énergie. Donc, quand quelqu'un se met à ne plus payer ses notes de gaz, d'électricité, je peux vous dire que le prochain poste de décrochage, c'est statistique, c'est le loyer. Donc, je peux vous dire que la question du pouvoir d'achat et du logement, c'est peut-être la prochaine crise sociale. En tout cas, il faut le voir avec cet angle-là. Et justement, vous disposez d'éléments. Justement, en quoi la rénovation énergétique est un levier important, justement, à la fois pour la souveraineté énergétique, Dieu sait que ça a du sens aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe en Europe, et comment la rénovation énergétique peut être aussi un levier financier d'investissement sécurisant pour tous ceux qui participent à la fabrique de la ville. On vous écoute. Merci. Donc c'est le momentum. Là, depuis 3 semaines, le budget énergie est très fortement médiatisé. Mais je voudrais redonner quelques chiffres, parce que finalement, cette envolée des prix de l'énergie de chauffage date bien d'avant la guerre en Ukraine. Sur les 10 dernières années, l'électricité, c'est plus 37%, le gaz, plus 42%. Malgré des tarifs qui sont réglementés par l'État, si on n'avait pas cette réglementation, on aurait des prix beaucoup plus importants. Grand scoop, maintenant pour commencer cette chronique, c'est que finalement l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc ça, voilà, ça peut... je ne sais pas si c'est un scoop pour tout le monde, mais les pouvoirs publics, eux, l'ont bien compris depuis quelques années et ont mis en place plusieurs mesures incitatives. Maintenant, les choses ne vont pas assez vite. En effet, on passe d'une urgence à une obligation, et le parc locatif a à faire un vrai défi là dans les prochaines années. Les logements G ne seront plus louables à partir de 2025, les F à partir de 2028 et les E à partir de 2034. Si on cumule, ça veut dire que d'ici 12 ans, potentiellement, on a plus de 6 millions de logements qui seront plus louables. Donc c'est, Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, c'est, pour reprendre le terme, c'est la bombe à retardement du logement. Et c'est beaucoup plus que ce qu'indique le ministère du Logement, de la Transition écologique, parle de 4,7 millions de logements. D'autres, comme la FNAIM, dit en fait qu'il y en a près de 7 à 8 millions de logements considérés comme passoires thermiques, hyper énergivores et tout ça. Donc c'est quand même très important. Alors nous, on est entre les deux, mais on s'est focalisé sur le parc locatif. Alors justement, il faut savoir que les 2 tiers des locataires du parc locatif privé sont éligibles au logement social. Ça, vous le saviez déjà. Ça veut dire que sans le logement privé, il n'y a pas. Sans les promoteurs immobiliers, il n'y a pas non plus 53% de l'offre de logements sociaux. Il faut le rappeler, ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a estimé que si 1/5, ce qui est énorme, des propriétaires feraient les travaux, c'est plus d'1 million de logements rénovés, mais il en resterait quand même pratiquement 5,5 millions non louables. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus louer. Si on veut faire descendre les Français dans la rue, on s'y prend pas mieux, quand même. Bon, là, je l'ai placé. On sait bien que la situation... C'est clairement la prochaine crise sociale. Alors, absolument. Alors, caractéristique, on est ici à Bordeaux. C'est quoi la caractéristique de Bordeaux? Est-ce que Bordeaux est le bon élève de la classe
pour la rénovation énergétique et l'énergie? Alors, on va voir que Bordeaux est plutôt un bon élève. Nous, chez Hiro, voilà, on considère que le caractère local est vraiment très important dans la rénovation et qu'il faut prendre en compte toutes les caractéristiques. Donc, le prix d'immobilier, on en a parlé à l'instant, le climat, qui est très important, les matériaux de construction qui diffèrent selon la région, et puis aussi toutes ces initiatives locales, les subventions locales notamment. Alors, on a quelques chiffres, Romain, oui. Donc, quelques chiffres à retenir pour Bordeaux. 88% des logements sont des résidences principales. Ah bon? Dans Bordeaux? Oui. Bordeaux, strictement. 77% d'appartements et 2/3 des occupants, 2/3 des logements sont occupés par des locataires. Voilà les grands chiffres. Et on l'a évoqué tout à l'heure, Bordeaux, et c'est une très bonne nouvelle, continue chaque année à gagner de nouveaux habitants. Mais du coup, son enjeu, maintenant, c'est de conserver les jeunes familles actives, sachant qu'il y a une population d'étudiants très importante à Bordeaux. Alors, c'est intéressant parce que vous me donnez un chiffre, 56% de la surface cadastrée n'est pas urbanisée. Effectivement. Et donc ça, c'est très élevé, c'est une spécificité de Bordeaux. Monsieur le maire insistait tout à l'heure là-dessus. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour Bordeaux. Moi, quand je suis promoteur, je regarde ça, je me dis... Alors, justement... Pardon. Logements construits entre 1950 et 1974 sont identifiés comme une cible prioritaire de la rénovation thermique? Effectivement, c'est ce qu'on a identifié dans le plan local d'urbanisme de Bordeaux, où on voit que la rénovation énergétique est un sujet clé dans ce plan local. Et ils mettent la priorité réellement sur les logements construits entre 1950 et... Alors, DPE, diagnostic de performance énergétique des logements, est-ce que Bordeaux, au niveau DPE, se classe comment? Alors, oui, plutôt bon élève, Bordeaux, alors que plus de 60% des logements datent d'avant 1970. Et les DPE sont clairement meilleurs que dans plein d'autres grandes villes comparables. 46 000 DPE. 46 000 DPE à Bordeaux, sur la métropole, 130 000 depuis 2011. D'accord. Donc là, vous dites classe D, 38% des appartements, suivi de 30% en classe C, et E, 17%. Exactement. Et si on compare avec des villes pour lesquelles on a pu faire la chronique ces derniers mois, on avait plutôt la classe E qui était majoritaire. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Bah, par compte tenu de... Il faut viser à minima la classe D. À améliorer, bien évidemment. Et sur les maisons? Donc sur les maisons anciennes, on a 34% de classe D, puis 33% de C. Et sur les... et donc on a 20% des maisons qui sont énergivores. Donc le terme c'est toutes ces maisons classées E, F, G. Et on a 24% des appartements qui sont énergivores. Alors justement, on va parler aussi deux choses. Initiative contribuant à la rénovation énergétique, la plateforme MaPrimeRénov, Bordeaux Métropole. Plutôt intuitive, plutôt intéressante. MaRénov. MaRénov, Bordeaux Métropole. Voilà, MaRénov. Donc plateforme digitale de conseil. C'est une plateforme de conseil. Alors, comme disait Olivier, ça se cumule, on est d'accord, les aides s'additionnent entre France Rénovation par le portail de MaPrimeRénov. Entre l'aide de l'État et donc l'aide. Ouais, là, il n'y a pas d'aide. En fait, il n'y a pas d'aide spécifique en plus de la ville de Bordeaux. Par contre, il y a des aides spécifiques de Nouvelle-Aquitaine, de la région, qui apportent un soutien financier pour la rénovation globale avec une participation de 1 000 € pour certaines réalisations, certains travaux, notamment pour une maîtrise d'œuvre. Mais MaRénov Bordeaux Métropole est une plateforme digitale de conseil avec des personnes aussi de proximité qui apportent ce conseil. Et voilà, on voulait le relever. On trouve que cette plateforme est plutôt qualitative et complémentaire avec Hiro, qui ensuite prend en charge. Hiro peut prendre en charge le dossier jusqu'au versement de la prime et la relation avec les énergéticiens. Alors, comme c'est l'usage dans notre émission des clés de la ville, on va donner un exemple très concret, un vrai exemple sur Bordeaux. C'est lequel? Alors, on a cherché un exemple bordelais. Donc, on est sur une échoppe bordelaise. Je vous laisse passer. Voilà, on est une petite infographie pour les éléments
qu'on montrera à nos auditeurs. Alors, une échoppe. On est rue Eugène Leroy, donc à Bordeaux. On est proche de la gare de Saint-Jean, donc plutôt bien placé. Maintenant, on est sur une petite surface, 71 mètres carrés, un petit jardin, 100 mètres carrés. Elle est classée F. Elle s'est vendue 380 000 € en 2019. On va considérer qu'elle est occupée par un couple avec 2 enfants aux revenus violés, classification de MaPrimeRénov', au sens de l'ANA. Et pour améliorer les performances énergétiques de ce logement, on a identifié les travaux prioritaires à réaliser. Donc il faut installer une VMC, isoler le plancher, isoler les murs par l'intérieur, l'isolation des combles et installer des volets isolants. Donc on n'est pas non plus sur des volets, sur des travaux. 27 000 € total. 27 000 €, mais dans d'autres exemples, on arrive sur des montants beaucoup plus importants. 27 000 € de travaux. Pour ces travaux, donc le ménage bénéficie d'aides financières de 4 700 €, à peu près 2 tiers via les certificats d'économie d'énergie et 1 tiers via MaPrimeRénov'. Donc le reste à charge des travaux s'élève à 23 000 €. Et du fait de l'inflation du secteur, on en a parlé, la maison aujourd'hui en 2021 se vendrait sans changer de classe environ 380 000 €. Et grâce aux travaux, on estime qu'on peut la faire passer en classe D, donc de F à D. Et du coup, elle acquiert une valeur immobilière supplémentaire de 4%, soit 428 000 € net vendeur. Donc c'est pas énorme. 4% seulement. Seulement 4%. C'est vrai que dans certaines villes, on a eu des gaps, des valeurs vertes, notamment sur Dijon, qui étaient plus importantes. Beaucoup plus importants, parce que là, on est un peu mais déçus, ça finance les travaux, ça fait une petite plus-value de 48 000 €, quoi. Exactement. Alors pourquoi on a une valeur verte seulement de 4%? Oui, d'accord. Attendez, elle a été achetée en 2019. Parce qu'on est sur un marché. C'est seulement sur 2 ans. Et on est sur sur un marché qui, on l'a dit, très dynamique à Bordeaux, marché d'immobilier. Et du coup, on le sait très bien, plus le marché est dynamique, moins la valeur verte est. C'est ce qu'on peut appeler l'illustration par l'exemple de la green value. Je parle bien l'anglais, mais je viens du MIPIM. Voilà, la valeur verte. Voilà. Applaudissements pour notre ami Romain Villain sur la rénovation énergétique hyper importante. Merci pour cette séquence. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Et voilà, on survole la planète immobilière de la ville de Bordeaux avec le maire de la ville, Pierre Yomi, qui s'est prêté très gentiment, avec beaucoup de plaisir, à cette interview, avec Audrey Assante qui nous a parlé de l'immobilier et aussi les territoires émergents, avec un constat sur l'énergie avec nos amis de Hiro. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il est le fondateur de Ideal Group et en outre président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine, Pierre Vital. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Olivier. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Ouais, c'est toujours un plaisir de rencontrer Pierre. On se connaît déjà depuis un moment. Il est déjà venu, il nous a fait le plaisir de venir sur le plateau. Première question par notre ami Olivier Marin. Alors, juste, Pierre Vital, donc à la fois, vous avez la double casquette, donc associé fondateur d'Ideal Group et puis donc président de la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine. Alors, juste pour avoir une idée, comme ça, sur l'immobilier neuf, quelques chiffres clés. 4 200 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement neuf sur la métropole bordelaise. C'est un chiffre qui a été donné par l'AFPI sur l'observatoire de mars, du mois de mars 2021. Là, c'était sur le T4. Une évolution, on va dire, c'est une quasi-stabilité, en fait, sur un an. Par contre, les mises en vente de logements neufs, alors on est à moins 23% sur un an en Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu plus de 800 logements lancés. Et moins 40% sur un an à Bordeaux Métropole. Pierre Vital, les voyants vont-ils rester rouges longtemps ou y a-t-il des signaux de reprise? Est-ce que des voyants verts sont à l'horizon? Alors il faut comprendre que c'est une situation qui est un peu atypique par rapport à d'autres territoires où on a connu une année 2020 liée au Covid où il y a eu un gros ralentissement des opérateurs frileux qui du coup ont stoppé les mises en commercialisation et donc on pouvait s'attendre effectivement assez logiquement à ce que post-Covid on ait les reprises des permis et les reprises des mises en vente. Malheureusement on constate sur notre territoire que l'ensemble de la métropole est en repli. C'est lié à une politique qui est une politique sur l'ensemble des villes de la métropole plutôt sur le repli sur le logement. Le logement fait peur sur la métropole. Certains diront qu'on avait peut-être aux élus qui ne souhaitent pas délivrer les permis parce qu'ils ont effectivement un a priori négatif sur l'impact que peut avoir un immeuble qui arrive sur un quartier.
Donc c'est un vrai souci et une forte inquiétude qui se traduit mécaniquement par une inflation des prix. Alors certes, peut-être moins impressionnante que sur d'autres territoires, mais c'est quand même une hausse qui est continue. Et pour autant, il ne faut pas l'oublier, comme disait Sylvain tout à l'heure, c'est que quand nous on produit du logement, on a également une grande part de logements sociaux. On est contributeur à plus de 50% des logements sociaux. Donc là, on vient de rater la marche. Sur l'ensemble de la métropole, c'est 1600 logements sociaux produits sur l'année 2021, là où il faudra en faire 3000. Et d'ailleurs, la préfète a récemment réuni les maires de Bordeaux pour exprimer, de la métropole, pour exprimer ce vrai constat d'échec. Et ça, c'est un constat dans lequel les promoteurs sont en particulier les premiers contributeurs. Donc nous, on est confrontés au quotidien à cette problématique-là. Juste Pierre Vital, pour nous éclairer, vous vraiment qui êtes un expert en matière de prix, on dit généralement qu'il faut un écart de 20% entre le prix du neuf et le prix de l'ancien. Et là, on a l'impression qu'entre le neuf et l'ancien, c'est quasiment pareil. Comment vous l'expliquez? Il n'y a plus d'écart. Alors la première chose, c'est que le marché bordelais, contrairement à ce qu'on pourrait aussi avoir comme a priori, n'est pas un marché d'investisseurs. C'est un marché qui est équilibré, dans lequel on a 50% d'investisseurs et 50% d'accession à la propriété. Donc le mythe des opérations 100% Pinel sur Bordeaux n'existe plus. Donc on a un marché d'accession à la propriété et qui est très tendu. Et l'accession à la propriété, il est aussi bien sur le neuf que sur l'ancien. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait des chiffres de l'ancien. Il y a une forte attractivité du territoire et on se rend compte que sur l'accession à la propriété, les prix s'alignent. On parlait tout à l'heure de prix en hypercentre de Bordeaux. On a également des opérations de logement neuf en hypercentre de Bordeaux qui sont au même prix que l'ancien. Donc on est à 8000. Est-ce que c'est sain, ça? C'est pas très... C'est pas forcément sain, mais on est sur un marché de pénurie. Donc la qualité du neuf, elle est indéniable. La consommation d'énergie, la qualité intrinsèque des logements, les espaces extérieurs, l'ascenseur, le parking, tous ces éléments font qu'effectivement, à choix et à équivalent entre le neuf et l'ancien, le neuf a des vraies valeurs ajoutées. Et on n'a plus ce décrochage qu'on a pu constater dans le passé. Alors moi, franchement, je vous le dis, je suis sidéré. Parce qu'à un moment donné, les Français ils vont vraiment en avoir marre. Nous, on constate avec Olivier, on va de ville en ville. Je peux vous dire que c'est dramatique. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les maires? Ils veulent que leurs administrés se jettent sur eux. Il faut construire, il faut loger les gens. Ou alors on surélève, on fait de la surélévation de copropriété, on densifie, mais enfin, il faut trouver une solution. Vous avez un métier qui est parfois, mais qui tient du sacerdoce, Pierre Vital. Alors c'est un métier de contrainte, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement la confrontation aux élus. Ils ont une réalité de gestion de ville avec parfois des problématiques d'équipement. Mais leurs administrés, ils ne veulent pas les boire les grues, c'est ça en fait? Ils ne veulent pas avoir les grues. Alors c'est là où effectivement les mêmes qui ne veulent pas voir les grues, c'est les mêmes qui gueulent parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il faudrait être plus ferme sur chaque projet, effectivement, peut être perçu comme une contrainte. Mais il faut du coup avoir en face de ça la réalité des faits, c'est que quand on fait une densité d'opération, quand on fait un PLU, c'est un droit à construire. Et ce droit, il faut l'utiliser à son plein. C'est pas du coup un maximum. Expliquez-nous ça, parce que justement, on a été surpris avec Olivier. Vous avez des plans locaux d'urbanisme qui vous permettent de construire. Qui ne sont jamais exécutés. Et qui ne sont pas exécutés à la laisse. Par exemple, on va donner un exemple là où vous pourriez faire un R+4. On vous dit, non, finalement, on fera un R+2. Oui. Alors là, les faits sont réels. Ça pourquoi vous attaquez pas, justement? Les faits sont réels parce qu'aujourd'hui, c'est les services eux-mêmes qui nous le disent. Ils nous disent qu'à peu près, la production du PLU, c'est 30% de la capacité réelle. Donc sur chaque projet, effectivement, projet de 4 étages, on va retirer au moins un étage. Si on peut enlever la musique là, de fond, c'est mieux. Donc du coup, effectivement, on a une vraie réalité. Une vraie réalité, c'est que effectivement, c'est pas mis à plein. Alors, c'est pas mis à plein aujourd'hui. Est-ce que nous on attaque? Il faut savoir que quand on a un recours sur un permis, donc on affiche notre permis, on a un recours des riverains. Les permis maintenant sont négociés au tribunal administratif selon des délais restreints. On est sur une instruction de 10 mois, c'est la loi qui le prévoit, donc c'est long, mais finalement c'est géré. Quand on a un refus de permis et qu'on attaque une collectivité, il n'y a pas de délai réglementaire, donc on est sur des délais de 3 ans, 4 ans. Donc c'est une des choses, une des dispositions qui avait été reprise dans le rapport Epsamen qui a été émis, qui était de dire réglementons et alignons le traitement au tribunal administratif, des autorisations quand elles sont délivrées, mais aussi des autorisations quand elles ne sont pas délivrées. Est-ce que vous les attaquez, vous? On ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on sait qu'on n'aura pas gain de cause sur le long terme. Est-ce que vous les attaquez pas parce que vous vous dites il faut quand même que j'arrive à préserver la relation avec l'élu? Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même conscient que s'il y a un intérêt politique pour l'élu, il fera sortir le permis. Donc en fait, on peut attaquer. La question, elle n'est pas là. C'est plutôt une question de gestion de projet. Et quand on doit s'engager dans un suivi juridique de 3 ans, 4 ans, on perd l'énergie. Et aujourd'hui, c'est pas bon pour notre profession que d'aller dépenser des honoraires d'architectes, des honoraires d'avocats. Voilà, donc tout ça, tout ça fait qu'on pousse pas la... Pour avoir une idée, Pierre Vital, pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, combien de projets immobiliers
sont à l'arrêt, sont reportés, sont repoussés. Combien de logements neufs potentiellement, en fait, ne sortent pas de terre? On peut grosso modo dire que production 2021, c'est une année donc ratée. On a fait 2300 réservations sur la métropole, là où on en faisait avant la crise 4000 à 5000. Et le maire le disait tout à l'heure, il disait la ville de Bordeaux a besoin de 3000 logements produits par an. Nous, en réalité, donc, on est à date, social compris, à 2500. Donc on est en dessous de la marche que lui nous annonce, et nous, c'est sur la métropole. Et la FPI avait fait un rapport il y a un an qui disait que le besoin réel était entre 7000 et 10 000 logements. Ouais. Aujourd'hui, on est à 2005, donc on est vraiment complètement à côté du jeu. C'est très problématique parce qu'on voit un autre phénomène qui est réel, c'est que les familles qui n'arrivent pas à se loger en métropole bordelaise quittent la métropole pour aller en périphérie. On parle de 25 000 foyers, 25 000 personnes qui sont parties de Bordeaux parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le logement neuf, c'est aussi là qu'on retrouve l'accession abordable, c'est là qu'on trouve le logement social, c'est là qu'on trouve le logement à prix maîtrisé. Donc ne pas faire de mètres carrés. Super maîtrisé parce que dans les jeunes, quand je vois ce que vous sortez, ouais. On est sur parfois des énergies qui sont positives, voire même qui sont excédentaires. On est sur donc c'est vraiment une belle alternative. Et vous avez fait des progrès sur les matériaux incroyables. Je prenais le cas des formules béton parce qu'on vous a accusé de bétonneur. Mais aujourd'hui, j'ai vu des formules béton avec 2 tiers d'emprise carbone en moins. C'est extraordinaire. Récupération des matériaux de remblai, par exemple, ce genre de choses. Amélioration des circuits logistiques. Et pourtant, on a encore cette image. Alors, on a cette image-là. Nous, la fédération avait lancé beaucoup d'actions en 2021, dont une action qui s'appelait la charte des logements des arbres, qui prévoyait dès le départ et avant que le manifeste du bâtiment frugal arrive, le fait qu'on intégrait plus de végétal dans nos opérations. Et beaucoup de démarches sont des démarches en fait que font nos différents adhérents. Donc, on est vertueux dans le végétal, on est vertueux dans les coûts de construction, dans les produits de production. Et ce qu'il faut voir, c'est que le manifeste, nous, on l'a signé bien volontiers, parce qu'en fait, on l'a signé parce qu'on l'avait... Expliquez ce que c'est que ce manifeste. Alors, le manifeste, c'est une charte, c'est 42 critères qui sont identifiés sur des notions de frugalité dans la construction, dans l'occupation des espaces. Donc, c'est faire des diagnostics préalables pour identifier le végétal là où il est nécessaire. C'est travailler avec des matériaux biosourcés, mais c'est également travailler sur les usages de demain. Dans les usages de demain, il y a une notion, par exemple, d'évolutivité. On parle beaucoup de décohabitation. Quand on achète un logement neuf avec un emprunt sur 20 ans, on n'a pas envie d'être obligé de le vendre au bout de 3-4 ans parce qu'on divorce, ou tout bêtement parce que la famille se décohabite, parce que les enfants s'en vont. Donc, une des démarches, c'est par exemple de prévoir les scissions d'appartements, donc 2 portes palières, capacité en cours de route de venir louer une sous-partie de son appartement. Donc, il y a une grande partie, on va dire, des critères qui étaient chez nous déjà pratiqués. Donc, c'est pas une révolution. C'est une systématisation. Et donc là où effectivement nous on a pu s'engager, c'est qu'il y a 42 critères. Sur les 42, il faut en faire 22. Mais la réalité, c'est qu'on a un point de passage et on voulait être dans le jeu, on voulait être partie prenante du dispositif. On a 2 à 4 points de passage par an pour étudier la pertinence de certains critères, les amender, parfois même en rajouter si on estime qu'il y en a d'autres qui sont nécessaires. Donc c'est cette élaboration continue. Voire en supprimer s'il y a besoin. Voire en supprimer s'il faut. Ah oui, donc c'est plutôt. Il y a un côté très pragmatique et le maire l'a dit tout à l'heure. On est plutôt dans un échange. On a noté cette phrase. Voilà, pas de vision dogmatique. Intéressant. Non. Donc c'est vraiment vous restez optimiste quand même alors. On reste optimiste dans l'échange sur la ville de Bordeaux, même si effectivement on aimerait que le principe de la construction au maximum du PLU serait imposé. Il faudrait que ça soit vraiment une règle partout. Le problème, c'est que Bordeaux, c'est pas seulement la ville de Bordeaux, c'est aussi la métropole. Et sur le reste des territoires, on a des territoires qui sont complètement à l'arrêt. Bon, applaudissements pour Pierre Vital. Merci. Les clés de la ville. Vos avis comptent avec Opinion System. C'est Mathieu Lepage qui est avec nous pour en parler. Vous êtes gérant d'Active Conseil. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, justement, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, que vous nous parliez un petit peu de votre métier. Vous êtes un cabinet d'audit et de conseil en assurance. Oui, tout à fait. On est en place sur Bordeaux depuis un peu plus de 20 ans. Alors, c'est pas moi qui ai créé le cabinet, je l'ai racheté, évidemment. Oui, est-ce que vous me paraissez un peu jeune c'est gentil, merci. En fait, c'est un cabinet à la base de courtage en assurance, dédié essentiellement à profession libérale médicale et également aux chefs d'entreprise. On intervient un petit peu sur toute la France. Notre pédagogie de travail, c'est protéger le patrimoine de nos clients, qu'ils soient financiers, immobiliers, mais également les aider à se créer des revenus de retraite au travers de différents supports tels que l'immobilier d'investissement, mais également des supports financiers, d'assurance vie, etc.
Est-ce que, justement, on l'a vu avec la pandémie, hein, Olivier, on a vu que sur toutes ce qu'on appelle les classes d'actifs, hein, retail, tertiaire, résidentiel, déjà le résidentiel a eu une cote incroyable, parce qu'on a les fameux zinzins qui sont revenus en masse, investisseurs institutionnels, qu'on appelle les zinzins. Donc du coup, l'investissement locatif dans l'immobilier, c'est devenu un choix extrêmement prisé, parce qu'il y a une grosse résilience de l'actif en lui-même. Oui, tout à fait. Aujourd'hui... En tout cas, nous, par rapport à notre retour d'expérience, eu égard à notre clientèle, c'est une valeur refuge, l'investissement immobilier, puisque il n'y a pas d'autre choix pour se créer du revenu de retraite aujourd'hui. Et surtout dans le contexte de la réforme des retraites, où effectivement la grande incertitude règne. Hein. Exactement. On a également aussi une politique de taux bas qui a permis à certains investisseurs... de mieux s'endetter. Exactement. Absolument. Et puis de maîtriser un certain nombre de paramètres qui leur étaient parfaitement, comment dirais-je... non familier. Ok, alors on va mettre les pieds dans le plat, vous êtes d'accord? Risque, donc avantage, inconvénient. Donc si on fait le parallèle, il n'y a aucun investissement c'est pas sans risque, on est d'accord. Voilà. Okay. Je ne connais aucun investissement sans risque. Après, tout va dépendre en fait de la stratégie patrimoniale qu'on va développer vis-à-vis de nos clients. On peut investir de plusieurs manières, dans l'immobilier de bureau, dans l'immobilier d'investissement défiscalisant, et avec énormément de solutions au sein de cette catégorie-là. Il y a une chose, en tout cas, nous, qu'on a mis en place dans notre pédagogie de travail, c'est de décorréler l'investissement immobilier de type Pinel d'un produit financier. En fait, quand on investit dans l'immobilier, c'est avant tout un bien immobilier qu'on achète avec... C'est tangible. Voilà. J'aime beaucoup ça, on ne cesse de le répéter partout. On va dans toutes les villes de France. Voilà, quand j'étais à l'époque en gestion d'actifs, on disait tangible ou fongible, il faut choisir. Et je suis très content parce que voilà, on dit c'est de la pierre, c'est du vivant. Voilà. Oui, mais j'aime beaucoup l'idée. Il y a beaucoup de... On fait croire aux gens en fait que c'est un produit financier défiscalisant. Non, avant tout, c'est un produit immobilier dont il faut maîtriser le prix d'achat, dont il faut maîtriser la sectorisation. Il faut que le bien en question corresponde aussi à une stratégie d'investissement qui peut bien investir, c'est aussi savoir vendre à un moment donné. Donc, on n'achète pas un produit, on achète un logement. Exactement. Absolument. Avec des avantages fiscaux, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être l'objectif premier. Alors, pendant très longtemps, quand on allait au resto, on allait sur Google, vous savez, c'était marqué les avis, c'est un bon resto, on mange bien, on est bien accueilli, etc. Mais il n'y avait rien pour l'immobilier. Non mais c'est fou, il n'y avait rien. C'est venu bien après, avec Olivier, d'ailleurs on s'en est toujours étonné. Alors que l'immobilier, c'est l'achat d'une vie. Premier poste de dépense des Français. En plus, le droit de propriété en France, il a été ancré dans la pierre, parce que si je vous dis, les amis, liberté, égalité, fraternité, propriété, jusqu'en 1792. Où là, ils ont décidé, non, on va enlever propriété, on va mettre fraternité à la place. Mais ce qui a fondé la Révolution, mais c'est intéressant quand on est dans cette culture de l'immobilier, c'est le droit de propriété qui a été inventé par les Français. Justement, quand on parle de ça, les avis, c'est hyper important aujourd'hui. Alors moi, vous êtes un entrepreneur. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous pourriez vous passer de la e-réputation et des avis? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus possible, quoi. Tout du moins, c'est de plus en plus difficile. On est d'accord. À quel point ça vous sert, justement, cette e-réputation, ces avis? La première, c'est que ça rassure un prospect. Déjà, ça va lui démontrer une chose, c'est que vous avez des clients. À partir du moment où vous avez des avis clients qui sont publiés, ça signifie que vous avez des clients. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité de ces avis clients. Eh oui, Si la note est mauvaise, ça va inciter le prospect à aller voir ailleurs. Parce que vous avez la particularité, comme les professionnels de l'immobilier, vous avez une étendue, on va dire, dans une gestion de proximité, c'est que non seulement vous devez avoir le bien, la vision sur le bien, mais aussi l'expertise, le conseil. Parce que ce qu'on vient chercher chez vous, c'est l'accompagnement. Vous êtes d'ailleurs assez bon sur cette question, parce que vous accompagnez. Vous avez saisi la problématique et vous accompagnez. Donc, du coup, le bouche à oreille pour vous, c'est du aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer, c'est impossible. Oui, mais forcément. Alors, justement, on va parler d'opinion système parce que j'ai regardé quelque chose, j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Nous, on l'a vu. C'est la publication du premier baromètre de la satisfaction client à l'égard des professionnels du courtage. Oui. Du courtage, les brokers, le brokerage, le courtage, c'est quoi les enseignements premiers de cette... Vous l'avez vu, ce baromètre? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On en retire deux enseignements. 41% des particuliers aujourd'hui vont accorder leur confiance à un professionnel qui a des avis clients recueillis. L'autre point important, c'est qu'un Français sur deux pense qu'on fait un courtier en financement son projet d'achat. Ah oui. Que l'on fait quoi, c'est-à-dire, pardon? Pardon? Non, justement, oui, pardon. Reprenez, que l'on fait?
J'ai pas. Choisir un courtier, vous voulez. Oui. Un Français sur deux, fait, a déclaré choisir un courtier pour l'obtention de son prêt. Un intermédiaire, donc un courtier en prêt immobilier. Oui. C'est intéressant, ça. Assez, parce que ça signifie... ça prouve qu'il ne fait pas forcément confiance à sa banque. Et qui se dit, j'aurais peut-être un meilleur taux en passant par un courtier. Quoi. Je dirais pas ça. Je dirais, dans un premier temps, c'est que ça lui évite une certaine dépense de temps inutile. Ouais, en fait, le propre du courtage, c'est qu'il va aller solliciter un certain nombre et puis le courtier, il faut quand même être clair, il va se battre pour qu'on ait le meilleur taux. Oui. On est d'accord là-dessus. Il y a une recherche de tôt, il y a une recherche de qualité, il y a une recherche de délégation d'assurance également. Il y a un certain nombre de choses. Mais bon, ça lui évite aussi de perdre trop de temps. Les gens ont plus de temps à perdre. Ça, c'est le premier renseignement que vous avez. Est-ce qu'il y en a d'autres éléments qui vous ont marqué justement sur ce baromètre? Est-ce que le pouvoir de la recommandation, voilà. Justement, la qualité professionnelle. Ça doit vous rassurer parce que vous avez une formation technique, vous formez vos collaborateurs. Je sais que vous êtes très axé là-dessus. C'est une reconnaissance là-dessus. Quand on se dit, justement, on cherche à faire reconnaître. C'est une énorme satisfaction pour nous, en fait, de se voir recommander au travers d'avis clients tels que ceci. Après, évidemment, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est ni plus ni moins le reflet de la qualité du travail qu'on met au profit de nos clients. Mais d'usage, il est plus facile, je dirais, de dire quand on n'est pas content que quand on est content. Et d'où l'importance de ces avis clients, et encore plus certifiés par un organisme indépendant, si vous voulez. Ça rassure les prospects, ça nous permet aussi d'avoir accès à de nouveaux marchés auxquels on n'avait pas forcément accès auparavant. Donc, bilan des courses, oui, c'est plutôt... c'est aujourd'hui, ne pas recourir à ce genre d'outils, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas intéressant, non, il faut y aller en fait. Merci beaucoup. Applaudissements pour Mathieu Lepage. Vous restez avec nous, gérant de Actif Conseil. Est-ce que vous dites en plus, si je peux me permettre une extension, c'est voilà pour vous toutes et tous qui êtes ici présents. Voilà, c'est la fin de cette émission ici à Bordeaux. Nous sommes le point prochain. Eh bien, on va continuer ce tour de France de l'immobilier puisque les prochaines étapes, nous serons à Bayonne. On reste dans le sud-ouest. Bayonne le 21 avril. On sera, alors là, on va partir à Nancy le 19 mai et puis ce sera Clermont-Ferrand le 16 juin et enfin Enghien-les-Bains pour terminer cette deuxième saison, ce sera le 7 juillet. Voilà, cette émission, vous la récupérez en podcast sur le site de Radio Imo, sur l'application bien évidemment, sur aussi tous les agrégateurs de podcasts, sur la plateforme du Figaro. Un dossier spécial, un dossier comme chaque mois tournera dans la ville. On a l'exemple, voilà, c'est le dernier samedi du mois. Aussi sur la newsletter qui est tirée un peu d'1 million d'exemplaires, ainsi que sur les tirages papier. Je vous propose, sous vos applaudissements, de conclure cette émission ici à Bordeaux. Clés de la ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, entreprises et institutionnelles, Hero et Opinion System.